Bon, bonjour à tous, alors on va commencer. Merci on attend un intervenant, donc c'est ça les trop grands salons, les gens se perdent. Voilà, mais normalement on devrait réussir à retrouver notre intervenant. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous. On a un sujet qui nous passionne tous ici autour de cette table. Et on a un sujet qui demande encore à être un petit peu évangélisé auprès des industriels. Je dis un petit peu, mais vous aurez compris l'euphémisme. Le constat, il est assez simple. Globalement, tout le monde est d'accord pour dire que l'économie circulaire, c'est bien. Voilà. Bonjour Pierre-Emmanuel. La boucle est bouclée. Donc tout le monde, en gros, tout le monde est d'accord pour dire que l'économie circulaire, c'est super. Il y aura peu de gens qui viendront vous voir en vous disant « bah non, en fait, j'aime pas trop parce que c'est trop vertueux ». Par contre, là où il n'y a pas encore consensus, c'est pour les industriels en particulier, sur le fait que l'économie circulaire, ce serait d'une part pour maintenant, pas pour demain, et surtout qu'on peut associer économie circulaire avec la dimension de compétitivité. Alors, on pourrait débattre longtemps de la terminologie compétitivité, c'est ce qu'on va essayer de ne pas faire, mais je pense que tout le monde a à peu près compris là où je voulais en venir. On a une table ronde de choc. Je ne dis pas juste là parce qu'ils m'entendent. On a une table ronde avec... je vais laisser chacun se présenter parce qu'ils le feront beaucoup mieux de moi. Je vais parler avec le micro plus près. Je vous propose qu'on commence par une triple question. Déjà, qui êtes-vous, mesdames et messieurs? Et puis, quelque part, quelle est l'entreprise aussi que vous représentez aujourd'hui? Et quel rapport intime avez-vous avec la thématique du jour? Je propose qu'on commence assez logiquement par Sandrine. Merci Aurélien. Donc Sandrine Catla, je travaille pour une société de conseil qui s'appelle OPO et qui accompagne depuis une dizaine d'années des industriels dans leur transformation opérationnelle et aussi dans la construction de leur avenir, notamment avec le digital, mais aussi avec le sujet de la soutenabilité et du circulaire. Et donc chez OPO, j'accompagne les équipes dans la construction des opérations circulaires, donc la conception de ces opérations circulaires, mais aussi dans toute la culture qui doit accompagner la transformation de l'entreprise, à la fois à l'adresse de ses collaborateurs, de sa gouvernance, de son organisation, pour accueillir le circulaire, mais aussi envers son marché, puisque c'est une véritable innovation, je pense que vous en parlerez, et que voilà, ces marchés sont à créer, à éduquer, à informer. Donc voilà, beaucoup de choses à faire. C'est très enthousiasmant. C'est très clair, merci Sandrine. Denis, tu veux prendre le relais? Tu peux te présenter, nous expliquer. Oui, bonjour, donc Denis Merca, moi je travaille chez Kickmaker. Kickmaker, c'est un bureau d'études et d'industrialisation de produits high-tech avec 300 ingénieurs. Et on travaille aussi avec OPO dans la reconception un petit peu du modèle de la supply chain et des produits, parce que la circularité, on peut partir d'un produit existant et on rencontre pas mal de difficultés de mise au point, etc., parce que les produits n'ont pas été conçus pour ça. Et on essaye d'anticiper ces problèmes et de voir ce qui est possible avec le produit actuel pour le rendre un peu plus compétitif, et aussi travailler avec les constructeurs pour travailler sur des produits un peu plus réparables, un peu plus circulaires pour demain. Donc on doit travailler à la fois maintenant pour le futur et maintenant avec ce qui existe aujourd'hui. François. Bonjour à tous. Donc moi je suis François Satin, je suis l'un des dirigeants d'une entreprise qui s'appelle Usage. Notre métier c'est laver des contenants alimentaires. Donc ça a dû vous arriver de ne pas avoir envie de faire la vaisselle à la maison et puis vous faites appel à un appareil qui s'appelle un lave-vaisselle. Nous on est le très grand lave-vaisselle pour laver des contenants alimentaires. Et donc on est dans la circularité puisque le sujet numéro 1 c'est éviter qu'il y ait des déchets et d'utiliser des contenants qui soient durables. Et donc nous, on est une des briques en fait de cette circularité. C'est laver donc ces contenants. On existe depuis 5 ans maintenant et on a bientôt 3 sites industriels en France pour laver des contenants dans le domaine de l'industrie et dans le domaine de la restauration. Un grand merci pour l'invitation, Aurélien. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors moi, j'ai créé une start-up dans le réemploi des produits électroniques en 2016 qui a été rachetée par le groupe Manutan, qui est un leader de la distribution. Et avec OPO, on travaille sur la circularisation d'un distributeur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait aider les fournisseurs eux-mêmes, parce que nous ne fabriquons pas de produits, à proposer des produits plus durables et les aider, les accompagner sur l'éco-conception des produits et la durabilité. Et puis sur toute la notion de réemploi, comment on va récupérer des produits usagés
auprès de nos clients pour justement boucler la boucle et attaquer le marché du reconditionné, notamment en B2B. Alors il y a beaucoup de barrières, Sandrine en a évoqué quelques-unes qu'on essaye de surmonter ensemble, notamment l'adoption des produits reconditionnés, la crainte que ça peut évoquer, les certifications sur ces produits, comment on répare des produits qu'on n'a pas conçus nous-mêmes, est-ce qu'on a les bonnes autorisations, le réglementaire, etc. Mais on y reviendra après, c'est effectivement un terrain de jeu assez passionnant et créateur de beaucoup de valeurs économiques, écologiques et sociétales. Merci à tous les quatre pour votre concision. Ce que je vous propose qu'on fasse, d'habitude c'est plus un truc que j'amène sur la fin pour finalement en guise d'ouverture, mais là j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite et qu'on donne des exemples. Parce qu'une des raisons pour laquelle les gens parfois ont du mal à trouver ce concept d'économie circulaire proche d'eux ou de s'en sentir proche, c'est pas avoir d'exemples très concrets. Est-ce que vous pouvez me donner chacun un exemple d'un cas d'économie circulaire appliqué au monde industriel, alors je dirais presque manufacturier, un truc qui vous a plu, qui vous parle, et en quoi il est illustratif pour vous de la puissance du circulaire. Qui veut commencer ? Allez, Pierre-Emmanuel, on commence par toi. J'ai le micro, j'y vais. Moi, je vais donner un exemple qui rejoint un peu ce qu'il disait aussi Sandrine. Il faut donner des belles histoires, on va dire, pour donner envie d'y aller. Et il y a l'histoire évidemment autour de la compétitivité, l'adoption du consommateur. Puis il y a l'histoire aussi sociétale, le fait de réussir à justement redonner envie d'aller vers l'industrie, notamment dans vos territoires. Donc je vais vous parler de Blackstar, que vous connaissez peut-être. Blackstar, c'est du coup une entreprise qui fait des pneus rechappés, donc des pneus reconditionnés. C'est à peu près, je crois, 36 millions de pneus qui sont démontés chaque année. Chaque pneu qui est sauvé d'une certaine manière de la décharge et qui est réemployé, c'est 35 kg de CO2 en moins. Mais Blackstar, en gros, et toute l'industrie avait énormément de complexité, que ce soit pour des questions justement d'adoption du consommateur, parce que les produits n'étaient pas forcément distribués de manière concurrentielle par rapport à des produits neufs, de coûts, etc., était pas loin de la fermeture. Et l'élément intéressant là-dedans, c'est le fait que donc une entreprise qui s'appelle Mobivia, c'est les marques Neuroto, Midas, que vous connaissez sûrement aussi, est montée au capital de Blackstar à un moment donné où le réglementaire a joué un rôle clé, au moment de la loi AGEC, puisque le pneu rechappé devenait prioritaire dans la commande publique grâce à un article spécifique de la loi anti-gaspillage. Et à ce moment-là, du coup, on a l'investissement d'un grand industriel dans un acteur, on va pas start-up, mais on va dire plutôt TPE-PME qui est en difficulté. On a du coup un effet volume, on a un effet aussi de puissance industrielle, de distribution évidemment, notamment dans tous les réseaux Neuroto Midas, alliés au réglementaire, ce qui fait que effectivement l'histoire continue et en plus elle continue sur un site. L'ancien site industriel de Bridgestone, qui était assez connu puisque c'était un bain de sang social avec les fermetures de Bridgestone. Et donc on boucle la boucle même sur l'histoire sociale après l'économique et l'écologique avec la puissance du circulaire qui permet en fait de maintenir une activité industrielle compétitive sur le territoire avec une alliance entre un acteur un peu natif et un gros acteur pour le coup qui a pris le pari de faire un pivot vers l'industrie circulaire. Voilà, et je pense qu'on a besoin, pour donner envie, de créer de nombreuses histoires comme ça, et notamment aux gros acteurs industriels ou de la distribution qui ont les moyens d'y aller, de prendre leur part de risque pour justement permettre que les modèles peut-être pure player et plus petits succèdent, enfin soit dans le succès et passent à l'échelle. Alors je vais reprendre effectivement un des éléments qui est en l'occurrence les dispositifs législatifs. Dans le domaine de l'exemple que je vais vous donner, c'est la restauration scolaire pour nourrir les enfants en primaire, en maternelle. Là, il y a un dispositif qui s'appelle la loi Egalim qui oblige en fait les opérateurs à changer de contenant. Encore un certain nombre d'acteurs aujourd'hui transmettent en fait aux satellites, aux écoles, des barquettes en plastique. Ces barquettes en plastique sont perturbateurs endocriniens et donc la loi a voulu en fait les sortir. Donc à partir du 1er janvier 2025, ces acteurs doivent changer de contenant. Et comme ils changent de contenant, ils changent aussi de modèle. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on ne sera plus sur une barquette qui va finir en déchets ou au mieux en recyclage, mais on change en mettant des barquettes et des éléments en inox. Et donc évidemment, on ne les jette pas. Et donc là, il faut une brique qui est le lavage. Donc ça, c'est une opportunité pour nous de pouvoir offrir un service très qualitatif, parce que vous imaginez bien, on nourrit les enfants, donc il faut que la qualité de service soit au rendez-vous. Donc on a travaillé pour être ISO 22000, ISO 9001. Et donc ça, c'est un exemple qui vient du réglementaire. Alors nous, on est né avant le réglementaire. On avait anticipé pour être offreur de solutions. Et puis il y a un deuxième exemple, parce qu'on a parlé un peu de compétitivité tout à l'heure. C'est dans le domaine, cette fois-ci, des bouteilles en verre. Là, je ne vais plus parler purement d'économie circulaire, même si, évidemment, vous l'avez compris, on évite en fait que la bouteille en verre finisse au recyclage, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas le plus vertueux. Le plus vertueux, c'est de faire du réemploi. Mais là, c'est intéressant en fait pour ces industriels de l'agroalimentaire qui vont être plus intéressés
à faire de la circularité, du réemploi, parce que c'est plus intéressant en termes de compétitivité. Pourquoi ? Le marché du verre a très très fortement augmenté avec les différentes crises qu'on a connues. Les industriels, ils ont connu 25, 35, voire 50% d'augmentation sur leur emballage. C'est majeur. Et le deuxième élément, c'est la pénurie du verre. Donc une non-disponibilité en fait des emballages qui devaient être utilisés. Et donc ces acteurs, assez naturellement, ils sont venus vers nous, laveurs, pour être en capacité de leur offrir un service qui va permettre de très très fortement diminuer le coût. Vous donnez un exemple, certains acteurs qui sont de petites dimensions vont acheter des bouteilles à 30 centimes, là où moi je les lave pour 18 centimes. Et donc évidemment, ensuite, il faut mettre un peu de logistique, de collecte et de renvoi, mais comprenez que les 12 centimes d'écart, on arrive à les combler. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des éléments législatifs, mais on peut aussi avoir des éléments de compétitivité. Par contre, l'enjeu, et ça va me permettre de laisser la parole, c'est un enjeu d'organisation. Ça veut dire que si on ne s'organise pas bien, les coûts typiquement du réemploi dans notre domaine, les premiers, c'est la logistique. Donc s'ils sont mal organisés, ça ne coûte pas 1 ou 2 centimes, ça coûte 10, 15, 20, 30, 40 centimes à collecter et à renvoyer. Donc évidemment, il faut de la performance pour y arriver. Sandrine. Merci. Alors moi, je vais vous parler d'une ETI française qui s'appelle Olotte. Olotte, c'est une entreprise qui est à dimension internationale. Elle vend un peu partout des nacelles élévatrices, notamment de très haut de gamme. Donc c'est un investissement lourd pour ses clients. Et Olotte, qui est très bien positionné donc, sur ce marché un peu élitiste, a vu débarquer évidemment des propositions sur le marché chinoise notamment, avec une gamme de produits qui est de bonne qualité, de bonne facture, mais évidemment proposée beaucoup moins cher. Et puis deuxième problème d'Olotte, c'était finalement de fournir, de livrer ses clients suffisamment rapidement, notamment des clients qui étaient un peu pressés et qui avaient, au-delà de ce problème de coût, un problème de disponibilité de l'équipement. Et donc, en fait, ils se sont dit, plutôt que de rester attentistes face à cette situation de marché, pourquoi est-ce qu'on ne leur proposerait pas à ces clients-là un produit reconditionné ? On est fabricant de nacelles, on connaît nos produits par cœur. Peut-être qu'on peut essayer d'aller les racheter, parce que là, il y a un problème de gisement. Comment est-ce qu'on va racheter les produits qu'on a déjà vendus une fois ? À quel prix ? Dans quel état on les rachète ? Et puis après, parce que nous sommes fabricants, nous sommes probablement les mieux placés pour rassurer les clients de seconde main sur la qualité, la fiabilité, la robustesse de ces nacelles reconditionnées, dont vous aurez bien compris qu'il y a un élément de sécurité du collaborateur qui les utilise, qui est absolument fondamental. Et donc là, il a fallu, ça fait 2 ans que le processus d'innovation autour de ce projet circulaire se construit. Les premières nacelles sont déjà reconditionnées, sont déjà vendues. Et ce qui est intéressant quand on accompagne Olotte, c'est de voir à quel point ces projets sont des projets complètement à 360 degrés. C'est l'achat d'équipements usagés et donc la bonne sélection de ces équipements. C'est tout un process d'opération complètement nouveau à redéployer au sein de l'entreprise. Et puis, il faut convaincre les opérateurs qui ne travaillent pas sur un produit un peu de statut inférieur au neuf, mais qu'au contraire, c'est une vraie ambition économique, mais aussi éthique, écologique et sociétale. Et puis, il faut travailler aussi son marketing, l'arrivée sur le marché, la conviction des clients, et puis déployer tous les outils nécessaires pour éduquer ce marché. Donc, c'est une belle réussite parce que ça s'appelle Restart par by Olotte, fonctionne déjà bien. Ils sont en progression et maintenant ils insèrent vraiment, ils font cohabiter cette offre de produits reconditionnés avec les produits neufs, ce qui est aussi une manière de transformer petit à petit l'entreprise en préservant la ligne de produits neufs et tout ce qu'elle embarque avec elle et en faisant grandir une nouvelle ligne de produits, de nouvelles compétences et une nouvelle ligne de production sur le site de Olotte. Merci. Moi, je vais parler d'une expérience assez personnelle. Avant de rejoindre Kickmaker, j'ai co-créé Smooth, entre autres les Vélib à Paris. Et en fait, au début, on était parti dans la conception d'un produit pour l'usage. Donc, on est au passage de l'économie de la fonctionnalité.
Et donc la circularité est une nécessité économique, simplement parce que en fait, dans ces modèles, alors il y a différents types de modèles d'économie de la fonctionnalité. Soit vous êtes opérateur de votre propre matériel, soit vous vendez le matériel à un opérateur. Et en 2017, on a cédé l'entreprise au groupe Mobivia, donc également en lien avec des problématiques de nouvelles mobilités. Et le projet Vélib a été très difficile d'un point de vue industriel. Vous vous souvenez du lancement, parce qu'on ne s'attendait pas à le gagner, clairement. On n'était pas prêt d'un point de vue industriel. Et on a lancé des produits qui étaient pas encore matures. Et donc le coût d'exploitation, le coût de maintien en condition opérationnelle était simplement énorme. On a mis pas mal de temps, et j'ai beaucoup œuvré sur cette partie-là. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'efficacité opérationnelle à l'échelle de quelque chose qui est quand même très significatif, qui est très attendu par les usagers. Donc là, j'avais pas la problématique de trouver l'usage. L'usage était attendu, il y avait déjà un produit existant. Mais de maintenir les conditions opérationnelles dans un équilibre économique rentable. Et donc la circularité, eh bien, on ne l'avait pas anticipé. C'est-à-dire qu'on avait conçu des produits par rapport à un appel d'offres et par rapport à la problématique de la demande fonctionnelle attendue pour ça. Et la circularité, la réparabilité est venue après. Ce qui était totalement aberrant, mais c'était quand même un peu la demande de l'appel d'offres. Et aujourd'hui, je suis chez Kickmaker et j'ai rencontré Kickmaker à cette époque, justement pour essayer de répondre à ces problématiques et de concevoir la problématique. Et la première chose, c'est de diagnostiquer les produits, savoir qu'est-ce que j'ai sur le parc, quel est l'état de fonctionnement, où sont les difficultés, où sont les problèmes, obtenir des statistiques sur les usages, obtenir des statistiques sur les défaillances, et mettre en place une vraie chaîne, non pas de réparation, mais de reconditionnement, de circularité, etc. Et de travailler main à main avec les fournisseurs, avec les partenaires. Et là, on a une difficulté avec l'écosystème. Il y a plein de fournisseurs qui sont là pour vous vendre du produit, ils ne sont pas là pour vous maintenir en conditions opérationnelles les produits. Donc il y a une problématique d'actionnariat. Smooth était à la fois actionnaire de son client et le client était actionnaire de Smooth, donc on se mordait la queue. Donc on était dans une approche capitalistique circulaire déjà. Et là, on commence à devoir trouver Au début, c'est un enfer. Et à un moment donné, une fois qu'on a posé les armes, ça devient hyper créatif, effectivement, pour trouver des solutions. Tout le monde autour de la table, parce que c'est le même argent qui circule. Voilà, désolé, j'étais un peu long, mais... Pas du tout, non, très clair. Merci à tous les cas de vous être prêtés à l'exercice. Et merci pour ces exemples super inspirants et assez variés, je dois l'avouer. On ne l'avait pas vraiment prévu, mais j'ai envie d'en parler. Quand on parle d'économie circulaire, on entend beaucoup les gens dire « oui, mais c'est une affaire de bon sens paysan ». Cette terminologie, elle a été un peu à la mode là, ces dernières années, mais en fait, une partie de moi la trouve un peu contre-productive parce qu'elle est assez, elle pointe un peu du doigt le fait que ça serait juste du bon sens. Et puisque c'est juste du bon sens, bah, c'est un peu facile. Et puis, il suffit qu'à y aller, quoi. Et au final, quand on est dans une position dirigeante et qu'on n'y va pas, on se dit, bah, bon, on verra ça plus tard. Pourquoi est-ce que ça n'est pas juste du bon sens paysan? Et qu'est-ce que ça requiert, si on est un industriel, de se pencher sur les sujets de l'économie circulaire? C'est quoi les grands écueils sur lesquels il faut se pencher? À qui il faut parler? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se planter? Je peux prendre... je garde le micro. J'ai eu récemment une stagiaire de l'UTC et qui était exactement dans cette position que tout le monde devrait y être, c'est du bon sens paysan. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de bon sens général. On travaille par exemple avec Valeo. Tous les ingénieurs sont brillants, sont intelligents. Ils concevaient jusqu'ici des produits pour la qualité, pour le prix, pas pour la réparabilité, pas pour la circularité. Ce n'était pas dans le cahier des charges. Et leur bon sens, c'était de faire le produit le plus économique possible, le plus durable, d'un point de vue fonctionnel, le plus performant. Si on change les équations et on leur dit maintenant c'est plus ça, ça devient un nouveau paradigme et le bon sens, il est contextualisé en fait, il est contextuel. Et quand je disais que le bon sens de mon fournisseur de me vendre un produit plutôt que de vouloir le réparer, bah, c'était normal, c'était sa façon, c'est son modèle économique. Donc le bon sens, il n'y a pas de bon sens global. Il y a un bon sens qui est contextualisé. Le contexte est en train de changer, ce qui fait qu'on est en train de venir vers quelque chose où pas mal de faisceaux interviennent et vont vers ça. Et moi, on n'a pas de produits, nous, propres, donc on travaille pour nos clients. Et moi, je suis, entre guillemets, rassuré de voir des Valeo aller vers vraiment de la circularité, de mettre les moyens pour y aller. Et ils partent potentiellement sur certains produits de loin, mais ils y vont et ils y vont fort. Des Yamaha avec qui on travaille, qui font la même chose, des Decathlon, etc. Donc il y a des gros acteurs qui y vont.
Et maintenant, ça commence à faire changer un petit peu l'état d'esprit et le collectif. Et peut-être que demain, ce sera un bon sens généralisé. Mais aujourd'hui, effectivement, on partait d'une problématique qui était économique différente. Sandrine, est-ce qu'il n'y a pas un sujet ouais, ok. Pierre-Emmanuel, ça t'évoque quoi? Vas-y. Alors, bon, je rejoins ce qui a été dit sur le bon sens. Je prends un petit parallèle avec le digital. Aujourd'hui, c'est un bon sens d'avoir une plateforme digitale ou d'avoir une activité digitale si on vend quelque chose. Ça n'était pas dans un autre contexte et c'est exactement la même chose. C'est pas arrivé non plus en 2 jours, même si quand on a commencé à avoir la possibilité de vendre en ligne, c'était évident qu'il fallait y aller. Pour moi, mon explication là-dessus, elle est assez simple. C'est qu'un modèle établi, mature, c'est un ensemble de collaboratrices et de collaborateurs qui ont des métiers spécifiques avec des indicateurs, avec des process, et que quand on entre dans le circulaire, la totalité des métiers doivent évoluer. Et donc, c'est tout simplement une question d'inertie logique d'une chaîne de valeur à changer, qui évolue aussi dans un contexte général de prix des matières premières, d'un contexte réglementaire, de pays qui n'ont pas la même législation, etc., qui fait que ça met du temps. Donc pour moi, c'est juste une question de courbe d'innovation. On est au début. C'est plus simple forcément de tester, d'itérer. Et c'est quelque chose que je me permets de donner humblement comme conseil. Il faut absolument que les modèles circulaires soient testés dans un environnement où c'est OK d'être en approche itérative, de se planter avant d'être effectivement derrière vendu peut-être par les filiales ou vendu par le groupe. C'est vraiment les thématiques un petit peu d'un département R&D classique, puisqu'on réinvente la totalité des métiers. Chez Manutan, on va réinventer, donc on en parlait avec Sandrine, effectivement la partie marketing, comment on va vendre des produits reconditionnés, quelle est la proposition de valeur, quel est le prix, quelles sont les craintes, quel est le service après-vente. Mais lorsqu'on lance un entrepôt de reconditionnement, même si on est déjà peut-être industriel, on va être sur une thématique de recevoir des produits usagés pour les trier. Les trier en fonction de quoi, de quels critères, par quelle machine, par quel IT, par quel WMS, par quel OMS. Tout ça est complètement nouveau. Et donc, c'est pas au-delà de la question du bon sens, la mise en place est purement lié à énormément de travail, de tout réinventer d'une certaine manière et de tout retester, d'inventer aussi les indicateurs de performance qui ne correspondent pas du tout au métier classique du groupe qui, à ce moment-là, évidemment, apporte la rentabilité et la profitabilité qui permet aussi d'investir dans ces innovations. Donc c'est purement une question de temps et effectivement de pouvoir mettre de l'énergie au bon endroit pour réinventer toute la chaîne de valeur. Et juste sur la question du bon sens, quelque chose qui est important, donc j'enseigne l'économie circulaire dans une école de commerce, il y a des projets d'économie circulaire qui sont nuls, qui n'apportent rien et qui ne sont pas bons pour la planète. L'économie circulaire au sens large, c'est très varié. Nous, à chaque fois qu'on a un projet étudiant, il va y avoir l'approche économique. Est-ce que c'est un projet qui peut être rentable, pas rentable? Et l'approche écologique, typiquement sur les émissions de CO2, il y a des projets circulaires qui ne sont pas du tout positifs au sens d'éviter des émissions de CO2 par rapport aux scénarios comparatifs. Donc, il n'y a pas d'équation générale. Chaque scénario s'évalue avant de dire on y va, on n'y va pas. Et c'est là aussi qu'on est dans l'approche de test au départ. Il faut évidemment tester tout ça, évaluer tout ça avant de se lancer à corps perdu dans un projet qui apparemment est du bon sens. Est-ce que finalement, c'est pas aussi accepter et d'assumer une bonne fois pour toutes que promouvoir des modèles circulaires porte une certaine forme de complexité et on n'a pas trop envie de le dire à voix haute, mais si on veut faire... Et c'est peut-être Fabrice Bonifay, qu'on salue, dit que le circulaire est un des enjeux du XXIe siècle. Peut-être, mais c'est probablement complexe. Et ça, est-ce que c'est OK de le dire finalement ? Je réponds en une phrase, après, ni plus ni moins qu'effectivement l'industrialisation de n'importe quel modèle. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir la circularité au cœur de ce salon et d'avoir cette conversation entre nous. Faire scaler un modèle industriel petit jusqu'à passer à des volumes très conséquents, internationaliser, repenser sa supply chain, nécessite historiquement, et ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, de l'accompagnement, des investissements dans l'infrastructure IT, etc. Donc ni plus ni moins. Mais il faut arrêter de dire qu'effectivement c'est purement du bon sens et que ça fait un claquement de doigts. Mais ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose, c'est juste... l'industrialisation dans un contexte changeant qui rend évidemment la transformation complexe. Alors je vais reprendre effectivement sur l'aspect du bon sens. Je vais redire ce que disait Denis dans le sens où il y a une nécessité en fait que le vocable soit connu par les acteurs. Et ça c'est la première des choses en fait. Là la problématique c'est que là on est entre spécialistes. Certains qui enseignent l'économie circulaire. Et donc, on a déjà un bon niveau, d'un certain côté, de ce que peut représenter effectivement l'économie circulaire. Or, pour qu'elle se déploie, il faut que le vocable pour tout le monde soit à peu près le même. Que globalement, on comprenne effectivement les éléments. Et ensuite, qu'on se les approprie à l'intérieur des industries dans lesquelles on est. Nous, on a une particularité, c'est qu'on a choisi d'être une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et donc, à l'inverse de mon voisin qui a parlé de rentabilité, moi, je parle de viabilité. On ne parle pas de la même chose.
C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin de faire de l'argent. Si j'ai besoin qu'on gagne de l'argent, c'est pour le réinvestir à l'intérieur du modèle, pour que le réemploi se développe, le réemploi de contenants alimentaires, pour que l'impact soit meilleur. C'est assez différent puisque moi, je ne cherche pas une rentabilité pure, je cherche une viabilité économique. Cette viabilité économique me permet effectivement d'avancer. Donc forcément, à l'intérieur de ça, ça dit aussi que pour autant, pour y arriver, il faut monter, il faut grandir. Et on ne peut pas rester petit parce qu'on est sur une industrie qui doit grossir pour pouvoir faire en sorte que les investissements industriels qu'on a réalisés, qui sont plusieurs millions d'euros pour mettre en place des sites de lavage, eh bien, il nous faut des volumes. Et ces volumes, aujourd'hui, ils sont apportés par un marché qui est en devenir, qui est celui des emballages que vous utilisez, vous, en tant que citoyen à la maison. Et pour l'instant, vous les mettez, parce que vous faites déjà un bon geste, vous les mettez dans votre bac de recyclage. Merci à vous, c'est top. Mais demain, j'ai besoin que vous fassiez un deuxième geste. Et donc là, comprendre ce que c'est la circularité, c'est comprendre que ce même emballage, je vais reprendre ma bouteille, cette bouteille en verre, plutôt que vous la mettiez dans le bac pour qu'elle aille être détruite et faire du calcin, et refondue pour refaire une bouteille, j'ai besoin que vous la mettiez dans un autre endroit qui va permettre de la récupérer, de la laver et de la remettre à disposition de l'industriel. Comprenez que là, on est sur quelque chose qui change énormément. Et donc, nous, on est un contributeur. Et pour reparaphraser, mais il faut faire des POC. C'est-à-dire il faut commencer petit. Même si on sait très bien que ce tout petit ne représentera pas du tout l'échelle d'en haut. Pourquoi ? Parce qu'il faut travailler les usages, d'où le nom de l'entreprise, et travailler aussi la modification effectivement de l'approche pour les consommateurs. Et donc ça veut dire qu'il faut les montrer appétants à un nouveau modèle, qui est celui de la circularité, et donc là en l'occurrence du réemploi des contenants, mais il faut le faire petit à petit. Et donc évidemment ça nécessite aussi de pouvoir mettre en place des POC que chez nous on appelle des POC de mindset. On change l'état d'esprit, on a des acteurs qui comprennent et donc qui reviennent à ce que je disais sur la sensibilisation de l'économie circulaire, et tous les acteurs de la boucle. Ça veut dire aussi bien l'opérateur que celui qui est le chauffeur, etc., qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire, à quoi ils contribuent. Et puis après, on passe à des POC qui, eux, par contre, évidemment, sont des POC d'échelle. On a fait petit, on fait un peu plus grand parce que les KPI sont positifs. Sandrine, est-ce que tu penses que tu étudies beaucoup la dimension culturelle et presque sociologique de ces nouvelles approches? Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu penses qu'on est prêt à rentrer culturellement dans cette nouvelle ère? Ça peut être sur des sujets d'itération courte, l'économie de la fonctionnalité. Est-ce que tu sens qu'on est prêt tant en tant que donneur d'ordre, mais aussi chez les consommateurs? Qu'est-ce que ça t'évoque? Je pense qu'il y a une appétence pour le sujet, qu'il n'y a pas de vocabulaire effectivement partagé. En tout cas, il n'y a pas une sémantique qui est suffisamment collective pour que finalement chacun comprenne quand on utilise un mot ce qu'il recouvre. Et je pense qu'il y a encore trop d'opposition entre une motivation, un bon sens paysan qui serait motivé par des considérations économiques et un bon sens paysan qui serait motivé par des considérations environnementales ou sociétales. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que parce que je suis d'accord avec ce que disait Pierre-Emmanuel, le circulaire, c'est pas une baguette magique, et ça ne veut pas dire qu'on fait du bien à la planète ou même qu'on fait du bien à la société. Enfin, je veux dire, c'est un outil comme un autre, et il peut se mettre au service de n'importe quelle conviction ou modèle de société ou modèle de production. En revanche, peut-être que ce qui peut nous mettre tous d'accord, c'est finalement de travailler la pérennité d'un projet. Moi, ce que j'entends derrière bon sens paysan, c'est le mot paysan. Et un mot paysan, il dit, moi j'ai une exploitation plus ou moins grande et ce que je voudrais, c'est la transmettre. Je voudrais qu'elle perdure. Je voudrais que dans 50 ans, 100 ans, 150 ans, elle soit encore là, même si c'est plus moi qui l'opère. Et donc finalement, ce à quoi peut servir le circulaire, c'est de réinjecter de la robustesse et de la pérennité dans les projets des entreprises, dans les projets sociétaux. Parce que dans cette pérennité, il y a un facteur économique, il y a un facteur environnemental et il y a un facteur sociétal parce qu'on a besoin de ces trois piliers pour construire quelque chose de robuste et de pérenne. Et je crois que peut-être que là, autour de ça, on peut développer quelque chose qui va parler à la fois aux entrepreneurs, aux collaborateurs qui travaillent avec ces entrepreneurs et puis aussi aux usagers, aux clients, à la société civile qui va accueillir ces nouvelles propositions et ces nouveaux modèles de production. Merci à tous. Bon, écoutez, on va ouvrir les questions quelque part, la proposition de poser des questions. Un des aspects que je voudrais... La dernière question que je vais vous poser, c'est sur le sujet de l'inspiration.
vers quoi vous inviteriez, vers quelle lecture, vers quelle conférence, vers quelle personne vous orienterez n'importe quel dirigeant qui a envie de dirigeant industriel qui voudrait se tourner vers ce sujet-là. Moi, je vais donner le mien, comme ça, Pierre-Emmanuel, tu ne pourras pas le récupérer. C'est le MOOC qui a été co-construit avec un certain nombre de partenaires comme L'Oréal, je vais en oublier évidemment. L'Oréal. Il y a des ESS, il y a des entreprises, des ETI, il y a des grands groupes, il y en a plus 20 exemples dedans. Plein d'exemples. C'est donc un MOOC qui est accessible à tous. Vous tapez voilà, le MOOC, c'est le MOOC qui est fait avec l'ESSEC, qui est assez passionnant, et c'est sur l'implémentation du circulaire dans les organisations. Il y a plein d'exemples, donc nos invités nous en donnaient quelques-uns, mais allez jeter un œil, vous tapez MOOC, économie circulaire ESSEC. Pardon. Et en plus, c'est gratuit. Donc ne vous en privez pas, c'est du bonus et c'est pas de la promo commerciale. Une inspiration qui te vient immédiatement à l'esprit, Denis? Ouais, on pourrait citer des livres Cradle to Cradle, etc. Mais en fait, moi, c'est un livre qui m'a marqué, c'est de N. Jung, Un monde immense. Et en fait, c'est quelque chose qui analyse un petit peu les animaux et la perception de tous les animaux différentes. Et on a la tendance de les comparer entre eux avec une perception humaine. Et on voit qu'en fait, il y a des millions d'années d'évolution. Et chacun a une perception de l'environnement qui est totalement différente. Et en fait, c'est un petit peu ce que je voulais décrire là dans le fait qu'il n'y ait pas de bon sens commun. C'est que chaque acteur à son niveau a une perception du monde, une perception de l'intérêt qui est différente. Et en prendre conscience, je pense déjà c'est important. Et je vous invite à lire ce livre qui, même s'il n'est pas directement sur la circularité, il permet d'accélérer ces aspects. On parle du vivant aussi. Sandrine? Moi, je vous propose de relire ou de lire Dune, que vous avez peut-être récemment vu au cinéma, qui pour moi traite de beaucoup de sujets, mais si vous le relisez ou si vous revoyez les deux films en pensant économie, écologie, en pensant technologie pour faire face à l'aridité, en pensant à l'épice qui pourrait être notre énergie et notre pétrole actuel, et au problème des ressources en eau, qui peuvent être aussi tous nos problèmes environnementaux, et puis évidemment aux problèmes politiques que ce livre aussi soulève, je pense que ça peut être assez inspirant. Alors moi je vais être très terre à terre, donc c'est une rencontre que j'ai faite avec une personne qui s'appelle Justine Laurent, qui dirige un cabinet qui s'appelle Circulable, et donc pour un élément majeur que j'évoquais tout à l'heure, c'est la nécessité en fait de déployer dans la société la connaissance en fait de cette circularité, et pour moi elle ne peut venir que du terrain, c'est-à-dire des exemples, parce que on a besoin en fait en tant qu'humain de se représenter un certain nombre de choses. Et qu'est-ce que c'est la circularité? Ce qu'on a fait un peu ce matin, finalement, on a donné des exemples concrets. Et moi, la rencontre avec Justine, elle s'est faite dans le cadre d'une mission qu'elle réalisait pour la ville de Paris sur la sortie du plastique. Vous comprenez que évidemment, quand on parle de déchets, on parle de circularité, on parle de réemploi. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec elle sur un projet pour Aéroport de Paris, et donc de pouvoir montrer aussi comment on peut réussir à faire changer l'état d'esprit de gens qui étaient très très loin des sujets de circularité et qui tout doucement s'en rapprochent, parce qu'il va falloir passer à l'action. Donc il y a cette nécessité effectivement d'avoir les bonnes techniques pour former, informer et être dans la transformation, avec un modèle qui s'appelle le Circular Canva, qui est déployé, donc qui peut être utilisé par beaucoup de gens aujourd'hui, pour être en capacité de s'auto-former d'un certain côté à une technique, et puis ensuite avoir des professionnels, des consultants qui accompagnent pour aller plus loin de façon extrêmement développée. Et un élément qui était marquant pour moi, j'ai une certaine expérience professionnelle, mais il est vrai que j'avais un peu un plafond qui était de dire, bon ça y est, le produit il est terminé, et comme l'a dit un peu Denis précédemment, on se dit, c'est bon. Non, en fait, c'est pas du tout bon. On n'a rien terminé du tout. Et si on fait ça, on n'a pas compris ce que c'est effectivement la circularité. Moi, ça m'a marqué. C'était il y a 3 ans et demi. Et je l'ai toujours en tête effectivement aujourd'hui, que ce soit dans les activités d'usage, mais aussi en tant que citoyen. Je plus sois sur Justine. J'ai la chance de l'avoir en responsable de la pédagogie de la chaire. Et en fait, le mot qui a été fait en lien avec Circulable et a été notamment beaucoup inspiré par Justine, qui est une femme exceptionnelle. Moi, je vais parler d'une magnifique entreprise d'insertion professionnelle qui s'appelle le groupe ARES, que vous connaissez peut-être. Je ne suis pas totalement objectif, parce qu'en fait, notre centre de traitement des produits électroniques fait un partenariat avec ce groupe ARES. C'est des femmes et des hommes exceptionnels qui, en fait, pour moi, font des alliances
pour justement avoir le maximum d'impact sociétal pour les personnes qui s'accompagnent vers l'emploi, avec des groupes, des associations qui vont chacun apporter ce qu'ils ont à apporter pour faire émerger la circularité. Donc il y a par exemple Prépare Seb, qui est une jeune venture sociale entre le groupe Seb et le groupe Ares. Le groupe Seb va apporter l'argent, les connaissances sur les pièces détachées, les retours clients et puis la marque Seb. Et le groupe Ares, évidemment, toute la capacité à intégrer des personnes au retour vers l'emploi, la capacité à mener ce projet. Et ça donne une magnifique alliance qui fait à la fois progresser la circularité et évidemment au cœur des territoires avec un impact social fort. Ils ont aussi fait Logins, ils font plein de projets comme ça et au lieu d'opposer effectivement différents mondes, c'est comment à chaque fois on va chacun apporter sa pierre à l'édifice, le cas échéant voilà, tout ce qu'on peut apporter comme avantage pour inventer un nouveau modèle en maximisant vraiment l'impact sociétal et écologique et avec une viabilité économique. Je te le rechoppe derrière, on aura un petit débat après je pense, mais ça serait intéressant d'en parler. Merci beaucoup Aurélien. Merci pour vos petits partages d'inspi. Ça gagne du temps, hein. Pourquoi s'en priver? Je vous propose de prendre des questions s'il y en a. On peut prendre quelques questions. Monsieur. Eh bien, génial. Merci à tous. C'était passionnant. Je suis Guillaume. Je vais parler là en tant qu'administrateur de la Fédé du numérique qui s'appelle Numéum. On avait un événement la semaine dernière autour de l'IA générative. Trop bien. 350 patrons de SN qui étaient là. Moi, j'intervenais là-dedans. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la fin, il y avait un petit pot et avec plein de café dans plein de thermos. Et ils appellent les fabricants de thermos pour dire où est-ce qu'on vous les renvoie et ils disent vous les jetez. Sans déconner. Il y avait, je pense, 100 thermos. Hein. Et les mecs, ils livrent la bouffe pour un événement à 350 personnes. Ils disent vous jetez les 300 thermos, les 100 thermos. Donc, réaction par rapport à la remarque de Denis tout à l'heure, tu as dit on change l'équation. Comment est-ce que chacun d'entre nous, on peut être un membre de l'équation pour dire fuck, plus jamais on bosse avec la boîte qui jette les thermos? Et deux, questions pour François, est-ce que ça se nettoie un thermos? Alors ça peut se nettoyer. On a fait un petit test avec un des acteurs du marché qui s'appelle Room Saver, qui est un traiteur donc, qui livre en entreprise effectivement et qui a une première activité native qui est cet aspect de café, événements, etc. Pour laver un thermos, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas faits pour. C'est-à-dire que c'est pas fait pour un lavage industriel. C'est très bien pour le faire à la mano, comme on le fait à la maison si vous en avez un, voilà. Tout ça. Mais par contre, si on prend le même thermos et qu'on lui fait subir ce qu'on fait subir dans nos tunnels à nous, bah en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fait le lavage. Pas de bol, en fait, c'est pas complètement étanche. Donc en fait, il y a de l'eau partout et donc quand vous le secouez, en fait, il reste de la flotte. C'est pas top en termes qualitatifs sanitaires d'une part, et puis c'était pas top en termes voilà. Donc tout ça pour dire que oui, c'est envisageable. Après, il y a l'autre problématique, et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le sujet de quelle capacité financière on est prêt à mettre. Parce que là, le premier élément, pour cette marque en tout cas, parce qu'on a beaucoup travaillé le sujet, c'était il y a 2 ans et demi, donc c'était pas tout jeune. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ceux qui bénéficient du service et les gens associés, ils récupèrent le thermos pour la maison. Donc en fait, il y a une certaine circularité qui fait que ça va pas complètement en déchets, mais ça, c'est dans les bons jours. Voilà, plein de fois où ça y est, ça fait 4 fois que j'ai eu l'événement, j'en ai 2 à la maison, j'en ai plus besoin, et donc finalement, ça marche pas. Voilà, donc oui, effectivement, il y a besoin, mais donc ça veut dire quand même qu'il faut apporter un aspect financier, puisque cette même entreprise Room Saver aujourd'hui propose à certains de ses clients de récupérer de la vaisselle, d'accord, et derrière de la faire laver pour être en capacité de faire du réemploi. Donc oui, ça existe, ça commence, mais je reviens à ce que disait Denis, ça veut dire qu'il faut avoir conçu pour. C'est le point de départ. C'est-à-dire que si ce thermos il n'a pas été conçu pour, nous on en a regardé quand même un certain nombre qui étaient plutôt des très haut de gamme. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était 7 fois plus cher. Le produit natif. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'on est dans la circularité, donc pourquoi pas. Mais le client, donc Room Saver, n'était pas en capacité, effectivement, de se dire, je vais investir, donc ça veut dire que mon coût natif est plus important, et surtout, je vais faire payer à mes clients un retour de service. Voilà. Et après, dernier élément, et je m'en arrête là, c'est la volumétrie. C'est-à-dire que si je dois aller récupérer 50 thermos, je fais un stop. Le stop, il coûte, si je suis très efficace, 25 €. Bah, vous faites très vite le diviseur de combien ça coûte au centime, effectivement, pour chacun des thermos. Voilà, donc il y a un vrai travail de circularité complète. Et bon, malheureusement, même si on a fait le dossier, ça n'a pas été plus loin à date, en tout cas. Juste en 2 mots, il y a un terrain d'investissement et d'innovation énorme sur la logistique inverse. Ce que tu viens de dire, c'est partout pareil. Et en fait, aujourd'hui, on est capable de livrer, je ne vais pas citer de nom de marque, mais un colis acheté en un clic de produits neufs 2 heures chez soi.
Par contre, ça coûte un fric pas possible d'aller chercher, même, parce que tu évoques 10 thermos, mais c'est le cas pour 300 tables et 400 chaises, parce que les grands du secteur, DPD, Geodis, Sepner, je tous un par un, regardent le sujet, mais pour l'instant, il n'y a pas de maillage. Quand on aura le même effet volume sur la collecte de produits usagés qu'on a sur la livraison en B2C, en B2B de produits neufs, mais l'équation économique, elle sera parfaite pour tout le monde. C'est juste une question de vraiment considérer, d'investir dans le maillage territorial de la collecte. Il y a plein d'emplois à créer, de magnifiques histoires à créer, mais il faut oser, quoi. Je pense qu'il faut aussi des synergies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun essaye de... Enfin, la circularité, c'est vraiment une approche holistique du territoire. Et on pourra avoir cette économie d'échelle si on a une approche de synergie et pas chacun essayer de faire son propre réseau de réemploi ou de collecte. Bonjour, merci. Jérôme Lassara, moi je suis directeur des achats d'une société qui s'appelle JVD. On fabrique 30 000 sèche-mains par an qu'on distribue via des grands groupes de distribution. On a monté un POC sur l'économie circulaire il y a 6 mois en partenariat avec l'ESAT de Rezé pour être dans la lignée d'une ESS sans avoir les contraintes administratives. On a réussi à reconditionner nos sèche-mains en réutilisant à peu près 90% de la matière, donc en changeant uniquement les pièces d'usure, etc. Donc je suis là pour avoir le vocable, pour me former et pas tomber dans les écueils. La grosse problématique qu'on rencontre, nous, c'est le gisement, c'est comment trouver la bonne méthode et les bons acteurs qui vont nous permettre d'aller potentiellement récupérer ce gisement. Quel est le meilleur bilan carbone pour le faire, comment on concentre, comment on attaque ce marché-là. Parce que tout le reste, nous, nativement, nos produits ont été éco-conçus par chance, donc sont réparables, on a nos moules, etc. Donc de ce côté-là, ça va, mais c'est vraiment la problématique de la récupération du gisement. Ravi je crois que c'est avec vous qu'on a échangé. Alors la première chose du coup, c'est ce dont on va discuter juste après, c'est vos produits sont distribués par des distributeurs, typiquement Manutan, et c'est à ce moment-là, au moment du point de contact de la distribution de produits reconditionnés ou neufs, que je pense qu'il y a la meilleure possibilité d'aller demander si le client peut se mettre lui-même dans une démarche de produits usagés. Est-ce que vous avez des produits usagés? Est-ce que je pouvais les reprendre? La deuxième chose, c'est les éco-organismes. C'est le job de base. Sur le réemploi, on sait qu'il y a beaucoup de travaux en cours, de volonté d'y aller, mais ce n'est pas encore simple, notamment sur l'identification du gisement, savoir vraiment où il est. Et puis, il n'y a souvent pas du tout de capacité industrielle de récupération gérée par les éco-organismes. Et du coup, je reviendrai aussi sur la notion de synergie. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sociétés, même peut-être concurrentes, qui ont un intérêt à récupérer ces produits pour le bien de la planète et faire en sorte d'avoir un réseau de collecte partagée. Voilà, troisième chose, c'est si vous y allez en direct, c'est-à-dire sans distributeur, sans partenaire ou autre, identifier les moments clés de vie où en fait tout part à la poubelle. Voilà, nous maintenant je travaille à identifier les moments du déménagement où en fait s'il n'y a pas de solution alternative, on sait que voilà, l'entreprise, la collectivité publique va tout mettre à la poubelle par dépit ou par défaut. C'est identifier ça, il y a des moyens de le faire même digitalement pour dire hop hop hop, on est là pour vous accompagner, pour vous aider dans une démarche plus vertueuse. Mais si on revient sur la complexité, le sujet de convaincre un client, enfin une entreprise de confier des produits est pas simple parce que c'est aussi toute une équation un peu commerciale. La personne va penser que potentiellement les produits ont beaucoup de valeur, va peut-être vouloir qu'on les rachète. Dans l'industrie de l'électronique aujourd'hui, il n'y a personne qui vous donnera un iPhone 12 comme ça parce que vous le collectez sans produit usagé. Parfois c'est vrai, parfois la valeur du produit elle est imaginée et pas forcément réelle. L'équation économique du reconditionnement fait que c'est pas possible de le racheter, mais que voilà, parfois il vaut beaucoup mieux d'ailleurs le donner à des associations locales parce que vous allez en fait piquer du gisement à une asso locale en lançant votre activité de réemploi, etc., etc. Donc il n'y a pas forcément de règles magiques là-dessus, mais par contre, le seul moyen c'est d'en discuter, faire des partenariats et des synergies sur le sujet. Merci à tous. On arrive à la fin de notre temps. Laureline me regarde. J'ai tenu le temps, ce qui est quand même assez inespéré globalement. Merci à nos intervenants. J'étais super heureux d'échanger avec vous. Merci d'être venus assister. Puis je vous propose d'aller saturer les messages, la boîte privée LinkedIn de nos intervenants. Saturez-les, envoyez-leur des questions, des demandes de contact. Ils m'en voudront beaucoup, mais je sais que ça amènera des échanges intéressants. Donc merci beaucoup. Merci pour votre écoute.